Les conférences de Yalta et de Potsdam, de beaux exemples de ce qu'il arrive lorsqu'on prépare la paix en compagnie de son futur rival. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors en 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève, donc au détriment des puissances de l'Axe qui ont été vaincues par les puissances alliées. Alors évidemment, cette guerre, on l'a dit, est extrêmement meurtrière. Elle a laissé de nombreux dommages, autant physiques, matériels et humains que psychologiques. Alors donc, le monde entier aspire désormais à la paix. Mais évidemment, la paix, ça se prépare et on verra dans les capsules qui s'en viennent à quel point les dés étaient quelque peu pipés et comment il était très difficile d'arriver vers une véritable paix. Alors, dans un premier temps, la Seconde Guerre mondiale contribue à l'émergence de deux superpuissances qui vont se partager le monde. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques, mieux connue sous le nom d'URSS. Alors donc, il y a déjà deux superpuissances qui commencent déjà à se regarder de façon méfiante de part et d'autre. Et outre cela, il y a quand même des efforts qui sont faits par le biais dans la direction de la paix. Alors donc, la Société des Nations qui avait échoué à la veille de la Première Guerre mondiale, cette Société des Nations va maintenant être remplacée par une nouvelle organisation qu'on appelle les Nations Unies, ou si vous préférez, l'ONU. Mais malgré tous ces efforts, une véritable paix n'est pas pour tout de suite. Mais quel portrait global peut-on dresser du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Alors d'une part, il y a les vaincus, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon sont vaincus et désormais démilitarisés et démocratisés par les Occidentaux. Les principaux dignitaires de la hiérarchie nazie sont jugés et la plupart condamnés pour crimes contre l'humanité ou pour crimes de guerre lors d'un procès international à Nuremberg. D'autre part, les chefs militaires japonais répondent de leurs exactions devant le tribunal international de Tokyo. D'autre part, il y a les vainqueurs, ce sont essentiellement les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni qui vont désormais prendre des décisions importantes à la fin de la guerre concernant la suite des choses. Il y a d'autres alliés, évidemment, mais ils ont un rôle mineur ou bien ils sont écartés des négociations. Et d'ailleurs, ces négociations aboutissent, comme on le verra, à la mise en place de deux zones d'influence suivant les accords de Yalta et de Potsdam. Alors, que dire? En premier lieu, de ce qui ressort de tout ça, c'est que la Grande-Bretagne sort considérablement affaiblie de la guerre, et c'est en fait la fin des puissances coloniales, particulièrement donc la Grande-Bretagne et la France. Et par la suite, les îles britanniques connaissent une crise sans précédent due à la reconstruction et la restructuration de son économie. Et donc, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont, avec l'URSS, les deux plus grandes puissances mondiales. Mais comment cela a-t-il été possible? Évidemment, il y a la guerre elle-même, dont on se doute des dommages sur l'Angleterre, sur la France. Mais avant même que la guerre s'achève, donc dans les derniers mois de la guerre, deux conférences auront lieu pour décider de ce que sera l'avenir de l'Europe et du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. J'ai nommé la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. Si on recule un peu en arrière, donc au début de 1945, à ce moment-là, la guerre achève. L'Allemagne est déjà presque à genoux. Alors, c'est à ce moment-là que les trois grands, c'est-à-dire Staline pour l'URSS, Churchill pour la Grande-Bretagne et Roosevelt pour les États-Unis, vont se réunir du 4 au 13 février 1945 dans la station balnéaire de Yalta, sur la côte de la mer Noire, en Ukraine, dans la région de Crimée. Alors, quel était le but de cette conférence à Yalta? Il s'agissait d'adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la guerre. Et d'autre part, il s'agissait aussi de régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire de l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on allait faire de l'ensemble de l'Europe au lendemain de cette guerre-là? Et on se préoccupait, évidemment, de garantir la stabilité du monde au-delà de la victoire. Et
Justement, c'est là que déjà on a des objectifs différents du côté de chaque vainqueur. Alors, l'un des objectifs principaux de Staline, de l'URSS, était sans doute justement de préserver son pays de futures attaques, comme ça avait été fait auparavant en 1914 et en 1941. Alors donc, il avait été attaqué par l'Allemagne à ces deux occasions-là. Alors donc, le principal désir de Staline est de protéger son pays par un glacis territorial et politique, par des États tampons, autrement dit. Et justement, la meilleure solution pour lui, c'était la création d'une Pologne. Une Pologne qui serait dirigée par un gouvernement qui serait évidemment ami de l'Union soviétique. Ami avec des guillemets, évidemment. Mais Churchill de l'Angleterre et Roosevelt des États-Unis, de leur côté, voulaient obtenir de la part de Staline une promesse à laquelle ils tenaient beaucoup. Ils voulaient que l'URSS entre en guerre contre le Japon. Alors, pourquoi? Alors, rappelons-nous que ils sont encore en guerre contre le Japon. Celui-ci se défend de façon très opiniâtre. Alors, c'est une guerre dure, difficile, et on entrevoit que un débarquement au Japon serait extrêmement coûteux en vie humaine. Alors donc, on veut obtenir l'aide de Staline. Et pour cela, on est prêt à faire quelques concessions à celui qu'on considère comme le dirigeant d'un État totalitaire. Alors donc, on a quelque chose à demander à Staline et celui-ci négocie en position de force parce que les armées soviétiques n'étaient plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin au moment de février 1945. Donc, Staline gagne en puissance dans ces mois-là. Alors donc, il va obtenir à peu près ce qu'il voulait. Alors, que décidera-t-on au terme de cette rencontre des trois grands à Yalta? Donc, plusieurs décisions. Notamment, on décide de tenir des élections libres dans les États européens qui ont été libérés. Alors, des élections libres qui seront faites sous la supervision des trois grands, justement. Mais en attendant, et ça fait bien l'affaire de Staline, alors l'URSS continue à contrôler tous ces États de l'Est qu'elle a libérés. On décide aussi l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon dans les 3 mois qui suivront la défaite de l'Allemagne. Alors donc, on a réussi à obtenir cette concession de la part de Staline qu'il participe au débarquement au Japon. Et en échange, l'URSS va recevoir l'île de Sakhaline et les îles Kouriles. Donc, quand même, quelques territoires intéressants pour Staline. D'autre part, on décide ensemble la destruction du militarisme allemand et du nazisme. Donc, on veut faire table rase du passé nazi en Allemagne. Et on décide également de diviser l'Allemagne en 4 zones. 4 zones qui seront occupées chacune par un des 4 alliés. Donc, les États-Unis, l'URSS bien sûr, le Royaume-Uni, mais aussi la France. D'autre part, on décide aussi le déplacement de la Pologne vers l'ouest. Alors évidemment, il ne s'agit pas de transporter la Pologne à bout de bras pour la transporter davantage vers l'ouest. Il s'agit tout simplement de céder des territoires à l'URSS et en compensation, la Pologne va obtenir des territoires qui vont être enlevés à l'Allemagne. Donc, les frontières se déplacent chacune de leur côté vers l'ouest. Enfin, Roosevelt va persuader les Alliés d'adhérer à son projet de l'Organisation des Nations Unies, dont les bases avaient déjà été posées à la conférence de Dumbarton Oaks en octobre 1944. Donc, Roosevelt réussit à embarquer les autres nations, les autres grandes puissances dans son projet de l'ONU. Donc, beaucoup de décisions qui vont être prises à cette occasion-là à la conférence de Yalta. Et donc, on peut poursuivre encore la guerre et éventuellement vaincre Hitler et poursuivre donc les affrontements avec le Japon. Mais bientôt, les trois grands vont se réunir à nouveau, mais cette fois-ci à Potsdam, près de Berlin, du 17 juillet au 2 août 1945. Alors, elle se déroule alors que Hitler est vaincu, hein, donc d'où la présence à Berlin, et d'autre part, elle se déroule néanmoins avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi on se rencontre à Potsdam? Pour fixer le sort des ennemis des forces alliées. En effet, à ce moment-là, comme je l'ai dit, les forces alliées savaient que la victoire était imminente car l'Allemagne avait capitulé
postulé depuis 2 mois déjà et que le Japon avait subi de lourdes pertes territoriales et militaires. Alors, on se rend compte, encore une fois, entre l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis, quoique les acteurs ont quelque peu changé, le changement le plus notable étant Roosevelt, qui est désormais mort et qui est remplacé par son vice-président Harry Truman. Alors, on prend plusieurs décisions lors de cette rencontre à Potsdam. Et notamment, on va décider pour l'Allemagne de séparer l'Allemagne et l'Autriche. Alors, chacun de ces deux territoires-là vont désormais être divisés en 4 zones d'occupation. Alors, on confirme ce qu'on avait déjà décidé à Yalta. Et on procède aussi en Allemagne au désarmement, à la démilitarisation du territoire. Et évidemment, ce qu'on avait déjà prévu, la dénazification. Alors, il s'agit de détruire tout ce qui se rapporte au nazisme, c'est-à-dire le programme nazi, la propagande, les lois nazies, etc. Évidemment, pour bien faire les choses, on décide de juger les criminels de guerre, ce qu'on fera éventuellement dans un procès que je mentionnerai plus tard, le procès de Nuremberg. Et d'autre part, on va procéder aussi à une décentralisation du gouvernement allemand. Donc, beaucoup de décisions prises à l'égard de l'Allemagne au lendemain de sa défaite. Mais il s'agit aussi de décider ce qu'on va faire par rapport au Japon. Alors, on décide ensemble d'envoyer un ultimatum au Japon. Alors, le Japon est sommé de se rendre sans condition. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, Truman, le nouveau président des États-Unis, avertit ses alliés de l'existence de la bombe atomique, le fameux projet Manhattan, qui a été testé quelques heures avant le début de la conférence. Évidemment, il se fait plaisir en leur annonçant ça, montrant par la même occasion sa grande puissance. C'est une question de conserver un rapport de force intéressant à l'égard des deux autres. Alors donc, on s'entend sur ce qu'on va faire du Japon une fois la victoire obtenue. On décide que le territoire du Japon va être limité aux 4 îles principales et quelques petites îles seront peut-être accordées par la suite. Alors, évidemment, dans ce cas-là, le Japon va perdre l'ensemble des territoires qu'il a conquis, alors que ce soit dans le passé un peu plus lointain ou plus récent. Donc, le Japon perd la Corée, perd Taïwan également, et on s'attend du Japon à ce qu'il fasse une reddition complète de ses forces armées. Donc, on attend, comme je l'ai dit, une capitulation sans condition de la part du Japon. Et on vise également à l'instauration de la liberté d'expression, la liberté de pensée et la liberté de religion chez les Japonais, donc sur les îles japonaises. Alors, telles sont les décisions qu'on va prendre à l'occasion de la rencontre de Potsdam. Alors, que doit-on retenir de ces rencontres à Yalta et à Potsdam entre les 3 grands vainqueurs? Ben, on assiste en fait à la fin de la grande alliance entre ces 3 grandes puissances. Alors, on fait le constat au lendemain de cette rencontre de l'impossible entente globale entre les vainqueurs. Donc, on s'entend sur certaines grandes lignes, mais néanmoins, donc, on n'arrivera pas à s'entendre sur des points de détail. Et en fait, même si la conférence de Potsdam a été considérée comme un succès à son époque, il faut constater que nombre des accords qui en ont résulté ne furent jamais respectés, du fait des relations de plus en plus conflictuelles entre l'URSS et l'Europe occidentale, ainsi que, évidemment, les États-Unis. Et d'autre part, la conférence de Potsdam, comme je l'ai dit, laisse des points de suspension. Alors, elle laisse en suspens les décisions sur de nombreux points, y compris la définition précise des frontières occidentales de la Pologne. Alors, on s'entend pas très bien. Et en fait, on assiste à cette occasion-là à une coupure de fait de l'Europe. C'est qu'en Europe, il faut bien souligner, l'armée rouge, donc l'armée de l'Union soviétique, occupe la Pologne, l'Allemagne orientale, elle occupe également la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, et elle est en train d'y fixer les nouvelles frontières. Et d'autre part, les armées anglo-américaines occupent l'Europe occidentale, notamment l'Italie du Nord, l'Allemagne occidentale et l'Autriche occidentale. C'est ainsi que l'Europe, au moment de Potsdam, se trouve partagée en deux, militairement et officiellement. Et c'est une situation qui va finalement perdurer pendant de nombreuses décennies et qui va occasionner ce qu'on va appeler plus tard la guerre froide.